Bonjour à tous. Donc nous allons commencer ce webinaire. Bienvenue à tous. Donc webinaire consacré aujourd'hui au document unique, à l'évaluation des risques professionnels et comment le rédiger et comment le faire vivre. Donc aujourd'hui vos interlocuteurs, moi-même, Audrey Nussbaum, je suis infirmière au service de santé au travail d'Oloron. Bonjour, moi je suis Boris Gelton, je suis intervenant en prévention des risques professionnels également dans le même service à Oloron. Bonjour à toutes et à tous, Fabrice Norgeux. Je suis ingénieur conseil à la direction des risques professionnels de la CARSAT Aquitaine. Donc, pour poser vos questions durant le webinaire, il y a donc le chat sur lequel ça communique déjà. Vous avez également l'onglet QR, questions-réponses. Nous allons privilégier, dans un souci de fluidité, les questions à la fin du webinaire, à la fin de la présentation. Donc, je serai en charge de les consigner et de les retransposer aux intervenants à la fin. Et pour information, le webinaire va être enregistré et vous recevrez un lien dans quelques jours pour revoir le replay si besoin. Donc, le sommaire, la présentation des services de prévention et de santé au travail, les origines réglementaires du DU, les objectifs recherchés par le document unique, les étapes de la démarche et les outils à disposition pour la rédaction. Donc juste aujourd'hui, c'est un webinaire organisé par l'organisation Présence, donc, qui est une association représentative des services de santé au travail, tant au niveau national que régional. Donc aujourd'hui, c'est Présence Nouvelle-Aquitaine qui représente 21 services de santé au travail interentreprises. Un petit mot sur les services de prévention et de santé au travail quand même. Nos missions sont dictées par le ministère du Travail et par les DRITS. Et nous intervenons déjà directement dans les entreprises par les fiches d'entreprise, l'aide aux documents uniques, des conseils en prévention, des études de poste, les informations et sensibilisations, métrologie. Il y a aussi le suivi individuel des salariés, donc c'est les visites médicales que vous connaissez sûrement tous, et des missions un petit peu plus renforcées maintenant dans tout ce qui est dans le maintien dans l'emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. Fabrice, je te laisse présenter la CARSAT Aquitaine. Merci Audrey. Donc les CARSAT, puisqu'il y en a deux CARSAT en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est représenté en ancienne région, donc l'Aquitaine et le centre-ouest qui va avoir le Poitou-Charentes et le Limousin en zone géographique. Donc CARSAT, ce sont les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. Donc elles ont trois missions. Caisse d'assurance retraite, donc c'est préparer et payer les retraites. Une autre mission qui dépend de l'assurance maladie au niveau du service social, qui est d'accompagner les assurés fragilisés par problème de santé ou une perte d'autonomie. Et enfin, la troisième mission, qui est une mission de risque professionnel, où il y a en fait deux activités. L'activité tarification, on va calculer les taux de cotisation des entreprises au niveau de leur accident du travail et maladie professionnelle. Et l'autre activité, ça va être d'inciter les entreprises à prévenir les risques professionnels, à faire de la prévention. Donc, pour synthétiser, nous sommes l'assureur social des entreprises du régime général dès lors qu'il y a un salarié. Alors, on n'est pas le régime agricole, les régimes spéciaux dont on parle un petit peu en ce moment, ne sont pas couverts chez nous. Voilà, je laisse la main maintenant à Boris. Eh bien, rebonjour à tous. Donc, nous allons maintenant dérouler un petit peu donc vraiment le contenu de ce webinaire spécifiquement sur le document unique. Donc, dans un premier temps, je vous propose de faire un point sur les origines réglementaires
parce que c'est de là que tout part. Ça fait maintenant 30 ans que la réglementation existe. Donc, pour une petite récapitulation, ça a commencé par une directive européenne qui a été faite en 89, qui s'est transmise en France par une loi, spécifiquement du coup pour évaluer les risques professionnels dans les entreprises. Ensuite, il y a une évolution en 2001 par un décret. Maintenant, ça a appuyé encore plus sur la formalisation de l'évaluation dans le document unique. Et ensuite, donc très récemment, l'année dernière, en mars 2022, il y a aussi un décret qui est sorti à travers une loi qui renforce encore plus du coup la présence du plan d'action à l'intérieur de l'évaluation et de la loi des décrets. Donc au niveau des nouveautés de 2022, il y a un dépôt dématérialisé sur le portail numérique du document unique et de ses mises à jour. Donc c'est pour la gestion, pour l'organisation professionnelle d'employeurs. Il y a des calendriers de déploiement, donc qui est prévu pour, au plus tard, juillet 2024. La nouveauté également, c'est la conservation du document unique, et de ses anciennes versions sur 40 ans. Et il faut que ce document soit tenu à disposition des travailleurs, mais également des anciens travailleurs, de toute personne ou instance justifiant d'un intérêt pour y accéder. Ensuite, à travers du CSE, il y a la consultation du document unique et de ses mises à jour. Et les CSE, les services de prévention et de santé au travail, les organismes officiels représentant les branches professionnelles peuvent participer à sa rédaction avec l'employeur. Donc, plus on est nombreux pour réaliser ce document, plus il va être concret. Au niveau de la mise en place du plan d'action, dans les plans d'action de prévention, donc si vous êtes une entreprise qui compte moins de 50 salariés, donc c'est un plan d'action qui va définir les mesures de prévention. C'est consigné dans ce document unique. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, donc ça porte un autre nom, donc le PAPRI Pacte. C'est un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Il faut qu'il contienne une liste détaillée des mesures pour l'année à venir, donc c'est vraiment un programme annuel, la liste des ressources mobilisables et le calendrier de mise en œuvre des actions. Pour sa mise à jour, donc elle est annuelle et obligatoire pour les entreprises d'au moins 11 salariés. Et dans tous les cas, il reste mise à jour dès l'instant qu'il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou aussi des aléas. On l'a vu récemment avec le Covid, on a vraiment dû s'adapter à ce virus, et pour toute modification ou création de poste. Donc voilà un petit peu pour le côté réglementaire. L'objectif recherché, donc on l'a dit précédemment, ça va être du coup dans l'élaboration de ce document, d'aborder le sujet des risques professionnels, donc d'apporter des supports de réflexion, de la discussion auprès de vos salariés. Plus ça va être large, mieux ça va être. D'intégrer la collaboration à la mesure et les impliquer, d'améliorer les conditions de travail et de réduire ainsi les risques professionnels en accident du travail ou en maladie professionnelle. Également de répondre à un impératif réglementaire qui est maintenant depuis 30 ans. L'objectif concret de tout ça, c'est de mettre en place des actions de prévention ciblées sur les besoins identifiés. Voilà la finalité de l'évaluation des risques professionnels. On va maintenant passer donc à la 4e partie qui va être les différentes étapes. Donc au niveau des différentes étapes, je vous propose de faire un petit point sur le vocabulaire. Au niveau du vocabulaire, pour avoir dans cette évaluation, on va avoir un danger avec un individu, donc les salariés, et c'est vraiment la superposition de ces 2 éléments qui va créer une exposition à une situation dangereuse. En cas donc du coup de cette exposition, on parle de risque à ce moment-là, donc risque d'électrocution, risque de plein pied, et cetera, et cetera. Parfois, il y a un événement déclencheur qui va se produire, et cela va entraîner un dommage corporel et ou psychique. Donc là, c'est là où vient l'accident du travail. Pour vous donner un petit exemple, pour imaginer un petit peu mon propos, ici vous avez donc un danger, un individu avec un village. Séparément, il n'y a pas forcément de risque.
Mis à côté, là, vous allez avoir une exposition à une situation dangereuse, donc le risque est présent. Et ensuite, on va parler de dommages si il y a, par exemple, une éruption. Donc le danger ici, ça va être la lave du volcan. Le risque, ça va être l'éventualité d'une éruption volcanique. Et le dommage, ça va être la brûlure des habitants par la lave. Voilà un petit peu au niveau vocabulaire pour faire un point. Je vais maintenant laisser la parole à Fabrice Norveux qui va vous expliquer les chiffres des accidents de travail. Merci Boris. Oui, comme l'a dit Boris, la finalité du document unique, c'est quand même de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, il était important de vous présenter les chiffres Nouvelle-Aquitaine, les chiffres régionaux en termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc, on a choisi les chiffres 2019 puisque 2020, 2021, à cause de la Covid, ils sont peu représentatifs des activités des entreprises. Et 2022, nos chiffres ne sont pas encore consolidés. Alors, tout d'abord, les chiffres de droite. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, vous avez à peu près 210 000 établissements régis par notre régime général, donc dès lors qu'il y a un salarié. Dans ces 210 000 établissements, c'est un peu plus d'1,5 million de salariés qui travaillent. Et ces accidents du travail génèrent, en termes de jours d'arrêt, de jours perdus, plus de 4 millions. Si on le ramène au nombre d'établissements, on se rend compte qu'en moyenne, c'est 20 jours d'arrêt de travail, 20 jours de perdus pour une entreprise. C'est encore plus fort si on le ramène ce qu'on appelle en équivalent temps plein, en salarié. On arrive à conclure qu'environ 16 500 salariés sont arrêtés toute une année en Nouvelle-Aquitaine à cause des accidents du travail. 16 500 ramenés à 1 500 000 salariés, vous voyez que c'est globalement 1% des salariés de Nouvelle-Aquitaine qui ne travaillent pas, qui sont en arrêt de travail actuellement, enfin en 2019. En termes de maladies professionnelles, alors on va dire autour de 90% des maladies professionnelles, ce sont des troubles musculo-squelettiques, des problèmes de dos et autres troubles. Et donc on voit qu'en 2019, l'indemnisation des maladies professionnelles a représenté autour de 77 millions d'euros pour les entreprises. Prenons maintenant la pyramide de Bird. On a repris donc tous les accidents du travail avec arrêt. On voit qu'on a eu à peu près 60 000 accidents avec arrêt de travail en Nouvelle-Aquitaine en 2019. Également, autour de 3 500 accidents graves. Par accident grave, on entend des accidents où il y a des séquelles irréversibles qui se traduisent par des handicaps, des incapacités permanentes, et donc des indemnisations des victimes. Et aussi, en 2019, on a reconnu 74 accidents mortels du travail. À cela, on aurait pu ajouter les accidents de trajet, domicile-travail, qui représentent environ, en 2019, 7 000 accidents du travail, 458 accidents du travail et environ 22 mortels. Donc, un peu autour de 100 accidents du travail si on ajoute les trajets. Et en ajoutant les maladies professionnelles, on a eu 10 décès suite à une maladie professionnelle qui sont des cancers. Donc, vous voyez cette pyramide. Alors, les bases qu'il faut voir, surtout en termes de prévention, c'est que dans les entreprises, on a des situations dangereuses, peut-être ramenées en plusieurs centaines de milliers, on ne sait pas, et aussi des incidents ou presque accidents. Et c'est là l'importance de veiller, d'avoir une veille en termes d'entreprise, de recenser ces situations dangereuses et ces incidents ou ces presque accidents. Alors juste pour aussi synthétiser cette pyramide de Bird, on vous l'a mis dans sous une autre forme. Sous une forme, donc on a ramené à 1000 salariés 1000 arrêts de travail, 1000 accidents de travail avec arrêt. Donc pour 1000 accidents du travail avec arrêt, on a environ 58 accidents graves avec séquelles, avec handicap, et un accident mortel. Donc vous voyez cette probabilité qui est importante à avoir. 1000 accidents du travail, c'est un accident mortel en Nouvelle-Aquitaine. Je vais laisser Boris présenter la courbe de Bradley.
Exactement, merci beaucoup Fabrice Norgeux pour ces chiffres qui sont très intéressants et très parlants sur notre secteur. Donc la courbe de Bradley, ici vous allez avoir vraiment une corrélation avec la fréquence d'accidents de travail en fonction vraiment de la culture qualité-sécurité santé de l'entreprise. S'il n'y a aucune préoccupation et que chacun fait un peu comme il veut avec ses propres règles, vous allez avoir vraiment beaucoup plus d'accidents du travail et d'incidents avec des maladies professionnelles. Si au niveau du coup des différents processus, vous allez avoir une obéissance aveugle avec des contraintes qui sont présentes, donc il faut respecter et faire respecter les règles. Là, il y en aura un petit peu moins. Dès l'instant que au niveau de l'organisation, le management est intégré dans cette culture et adhère à la démarche, il va y en encore, il va y avoir encore moins d'accidents. Et ensuite, pour atteindre du coup l'excellence industrielle, si vraiment au niveau de l'entreprise, vous avez vraiment tous les niveaux qui sont impliqués dans cette démarche, on va voir que vraiment toute la prévention va être de plus en plus maîtrisée et on va avoir une diminution du coup de ces accidents. Maintenant, on va passer à la démarche de l'évaluation des risques avec les différentes étapes. Donc déjà, il va falloir préparer la démarche en avant, avant même de commencer. Ensuite, il va falloir identifier les unités de travail. On va rentrer dans le détail après pour chaque étape. Ensuite, on va venir identifier les risques présents pour les salariés et aussi pour les entreprises extérieures. Classer les risques en fonction de leurs priorités. Définir les mesures de prévention. Mettre en place donc un plan d'action pour réduire tous ces risques. Et cette démarche va être perpétuelle. On va constamment repartir sur l'identification dès l'instant qu'il y a, on l'a vu tout à l'heure, d'autres choses à apporter. Au niveau de la présentation, on va prendre un exemple un petit peu qui parle, je pense, à tout le monde, avec donc le service de restauration. Donc avant même de préparer cette démarche-là, il va falloir que l'organisation soit définie et mise en place. Donc on va désigner une personne qui va piloter le groupe de travail et centraliser les informations. Ça, c'est vraiment très important. Le champ d'intervention aussi, qu'on va appeler les unités de travail. Je vais vous expliquer plus tard à quoi elles correspondent. On va aussi déterminer les outils à mettre en place en œuvre pour l'évaluation. Donc ça va être différents types de documents, des grilles, des checklists, des logiciels spécifiques. Les moyens financiers, parce que quand on démarche par expérience, vraiment cette démarche et que derrière on n'a pas les moyens de mettre des actions concrètes, on va perdre toute l'efficacité de ce travail. On va formaliser en interne aussi, si nécessaire, et mettre à niveau les connaissances pour toute l'équipe de travail et aussi déterminer les moyens de communication. Donc ça va être vraiment la première étape à ne pas négliger et à prendre en compte. Au niveau de l'étape suivante, donc on va prendre les unités de travail. Par définition, ces unités, ça regroupe un ou plusieurs postes ou situations de travail exposant les salariés au même risque professionnel. Donc ce choix est libre pour les entreprises. Au niveau des bonnes pratiques, il va falloir penser à utiliser les unités oubliées, souvent en salle de pause, les zones de livraison, les parkings, etc. et les postes en télétravail. Pour vous donner un exemple, au niveau de la restauration, on va avoir plusieurs risques ici qui sont identifiés et qui sont encerclés en rouge. Et pour définir ces unités de travail, on va par exemple les découper en cuisine pour intégrer les postes de chef, de cuisinier et de commis, en service en salle, en chef de rang, serveur, barman, en plonge et nettoyage pour une autre unité, pour le plongeur et l'agent d'entretien. Je rappelle que ça reste libre à votre entreprise en fonction du nombre de salariés et de maîtriser ce que vous mettez à l'intérieur de ces unités de travail. La deuxième étape, une fois que ça a été fait, on va venir identifier les risques. On va venir, dans un premier temps, repérer les dangers en observant, en questionnant les salariés à leur poste de travail. On va venir analyser les risques, utiliser les données qui sont déjà existantes, comme par exemple la fiche entreprise. Donc ma collègue Audrey en a parlé. Donc ça, c'est un document qui va vraiment vous aider
et qui est mise en place par les services de prévention et de santé au travail, vous allez avoir déjà une aide pour lister les dangers et les risques qui vont être présents dans votre entreprise. Vous pouvez aussi vous aider des contrôles, des vérifications, des remontées d'incidents, de l'analyse des accidents, de la fiche de données de sécurité pour les risques chimiques et des notices de poste. Il est bien aussi d'analyser les postes de travail, de prendre en compte les aléas du travail, les situations inhabituelles et ou imprévues. Donc là, par exemple, pour identifier les risques, on a pris donc les unités de travail de la cuisine. On va déterminer les tâches que les salariés vont faire dans cette unité. Donc par exemple, déchargement et rangement des aliments, préparer et réaliser les plats, dresser les assiettes et le nettoyage. On a identifié donc du coup à l'intérieur de cette unité le risque de chute de plein pied, de glissade, le risque de coupure avec les couteaux, le risque de brûlure et les problèmes de dos. Exactement la même chose avec le service en salle pour l'autre unité de travail. Donc ça reste un exemple pour aujourd'hui. La liste des dangers qui sont présents n'est pas exhaustive. Ensuite, on va venir classer les risques. Donc les 2 paramètres à prendre en compte vont être la gravité et la fréquence. La gravité, ça va être vraiment, ce qui va réaliser les lésions possibles et la fréquence, c'est la fréquence d'apparition au risque, combien de fois, par jour, par semaine, par mois et cetera. Au niveau donc de la gravité, on va aller regarder, au niveau, des blessures réversibles ou pas avec arrêt, les blessures irréversibles avec des séquelles et des incapacités permanentes ou des risques qui peuvent amener à un décès. Au niveau de la fréquence, on va aller regarder, et échanger avec les salariés, avec le groupe de travail, pour savoir si la tâche réalisée, a été, faite supérieure ou pas à 4 heures par jour, comprise entre 1 et 4 heures par jour, inférieure à 1 heure par jour ou alors 1 fois par mois. Pour vous représenter un petit peu tout ça, je vous ai fait un petit graphique où on va venir prendre les 2 critères et ici, en fonction du niveau, on va venir multiplier ces 2 coefficients ensemble pour avoir un score à la fin. En sachant que, plus le risque va être, important au niveau du décès, des dommages et plus la fréquence va être élevée, plus ça va vous donner votre niveau de priorité. Donc là, par exemple, en rouge, vous avez votre niveau de priorité 1, absolument à réduire en priorité. En orange, le 2e niveau et en 3, le 3e niveau. J'insiste aussi également, sur ce côté-là, dès l'instant que vous avez un risque grave, même s'il n'est pas forcément présent, il va falloir l'intégrer, en priorité. Au niveau par expérience, on voit souvent, qu'il n'est pas intégré dans le niveau 1. Ici, vous avez d'autres exemples de grilles, donc qui sont assez bien construites, mais qui sont vraiment propres à chaque entreprise. Dès l'instant que la grille, vous la maîtrisez, que toute l'équipe de travail, sur le document unique est d'accord pour réaliser, ça va permettre vraiment d'harmoniser, cette grille, là et vous voyez ici, les différents niveaux de priorité, ne sont pas forcément niveau 1 en fonction de la gravité. Au niveau donc de la finalité de, quoi qu'il arrive de cette, cotation, ça va être de définir vraiment les différents niveaux. Donc on n'est pas forcément obligé, de faire avec ce système-là. Le tout, c'est de trouver votre propre système que vous allez maîtriser. Une fois que vous avez fait tout ça côté, on va venir classer ces risques en fonction des différents niveaux, de gravité. Les bonnes pratiques, ça va être l'évaluation et la classification du risque qui va résulter d'un consensus avec les travailleurs concernés. Si vous faites cette évaluation dans votre bureau et que c'est pas représentatif de la réalité, ça va poser un problème ultérieurement. La méthode choisie pour hiérarchiser les risques doit être définie, simple et reproductible par l'ensemble de l'équipe. Ainsi, au fil du temps, l'évaluation des risques professionnels va évoluer sur la même base et les mêmes règles. Parfois, on trouve des critères de fréquence qui sont imprécis. Souvent, parfois, donc ça va vraiment être une cotation à la louche, des critères de gravité qui vont être sous-estimés et sous-dimensionnés. Des systèmes de calcul compliqués
qui rend la hiérarchisation des risques inutile, complexe et parfois illogique. Donc vraiment faire attention à ces parties-là. Au niveau de la prochaine étape, on va vraiment les classer en priorité pour voir les accidents et les risques qui sont le plus susceptibles d'arriver ou qui vont avoir une gravité encore plus importante. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de définir les mesures de prévention. Donc au niveau de la méthode, on va commencer par prendre en compte les risques les plus importants, déterminer les mesures de prévention possibles en fonction des principes généraux de prévention. Donc ces principes généraux de prévention, ils sont présentés par Fabrice, qui vont être vraiment définis. Donc je te laisse la main, Fabrice. Merci Boris. Donc, en effet, l'entreprise va devoir identifier et mettre en œuvre des mesures de prévention. Et pour ce faire, elle va être guidée, on va dire, par le Code du travail. Le Code du travail présente les 9 principes généraux de prévention. C'est la stratégie, on va dire, de l'entreprise. Elle va devoir sélectionner ces mesures de prévention en fonction de l'efficacité. C'est-à-dire que l'employeur va devoir justifier pourquoi il a pris telle ou telle mesure en cas d'accident et surtout en termes de prévention, ça va le guider. Donc la mesure la plus efficace, naturellement, c'est de supprimer le danger ou l'exposition. Je vais prendre le pointeur, voilà. Donc c'est éviter le risque, supprimer le risque. Par exemple, pour le risque routier, vous allez organiser des réunions en visioconférence et non plus en présentiel, vous allez supprimer le risque routier. Ensuite, si vous ne pouvez pas, dans votre stratégie, éviter le risque, vous allez devoir l'évaluer en fonction de ce que vous a expliqué Boris, c'est-à-dire quelle est l'exposition au danger, quelle est la fréquence d'exposition au danger, quelles sont ses conséquences en termes de gravité, si accident il y a. Donc, c'est cette évaluation qu'il va falloir mener. Puis ensuite, là, on va être réellement dans l'identification de risques pour réduire. On va essayer de réduire le risque par différents éléments, différents principes. D'abord, combattre les risques à la source. Par exemple, en termes de risques chimiques, on va capter sur un procédé qui est polluant, qui dégage des polluants, on va capter au plus près de l'émission du polluant et on va privilégier ce type de ventilation plutôt que privilégier une ventilation générale où on aura toujours des concentrations de polluants dans l'atmosphère. Ensuite, adapter le travail à l'homme et pas l'inverse, comme on le voit parfois dans certaines entreprises où c'est l'homme qui doit s'adapter au travail. Donc, avoir des plans de travail adaptés en fonction de l'individu, en fonction des tâches. Puis ensuite, il va falloir tenir compte de l'évolution de la technique, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe des nouvelles technologies, des nouveaux équipements qui vont permettre de réduire le risque, alléger la charge physique de la personne. Par exemple, dans le transport, on va passer du transpalette manuel, on doit pousser, tirer une tonne de palette et passer à des transpalettes motorisées. Donc, on tient compte de l'évolution de la technique. Ensuite, autre principe, je vais remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins. Là aussi, on peut reprendre le principe du risque chimique. On va identifier quels sont les produits les plus dangereux, les produits cancérigènes, et est-ce que je peux substituer, changer de procédé et substituer par un produit qui est beaucoup moins dangereux. Vient ensuite l'étape de planifier la prévention, c'est-à-dire dans toute l'organisation de l'entreprise, dans tous ces process, ces procédés, il doit toujours y avoir une réflexion pour se dire, est-ce que de travailler de cette manière, est-ce que ça n'induit pas des risques supplémentaires, des risques particuliers? Et si je fais autrement, est-ce que je ne peux pas réduire les risques? Donc c'est tout ça, c'est l'organisation du travail, cette approche, on va dire, multifactorielle de l'accident qui doit être identifiée, analysée. Ensuite, je donne la priorité aux mesures de protection collective plutôt qu'individuelles. On prend le cas, par exemple, pour les travaux en hauteur dans le bâtiment, on va privilégier la mise en place de garde-corps, de protection collective, plutôt de faire travailler les salariés avec des harnais. Ça, c'est implicite puisque protection individuelle, la protection dépend du salarié. À lui de mettre ou pas
de se protéger ou pas. L'employeur n'est pas toujours derrière le salarié. Alors que l'approche collective fait que ce n'est plus à l'individu de penser à sa propre sécurité. Et enfin, le dernier principe, qui arrive en dernier en termes d'efficacité, et hélas qu'on revoit, qu'on trouve très souvent dans les entreprises, dans les plans d'action des entreprises, dans les documents uniques des entreprises, ben, ce sont les consignes, les formations, les instructions qui sont données aux salariés, en fait. Donc ça, c'est le principe le moins efficace, qui n'est pas inutile, qui est complémentaire à toutes les autres actions que j'aurais menées, les 8 autres principes généraux de prévention. Donc il faut les consignes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Les formations non plus. Former au bout de 3 ans, qu'est-ce que le salarié aura retenu en termes de sécurité? Donc voilà la philosophie du Code du travail qui est très bien fait, c'est du bon sens. Il faut bien avoir en tête qu'en cas d'accident grave, en termes de responsabilité de l'employeur, ben, l'employeur devra justifier est-ce qu'il a mis en place, est-ce qu'il a réfléchi à cette stratégie lorsqu'il a mis en place ces mesures de prévention dans son document unique. Je laisse Boris continuer. Oui, merci beaucoup Fabrice. Exactement, donc comme a dit Fabrice, c'est des principes qui sont vraiment très importants et à appliquer en termes de prévention. En termes de prévention, il y a aussi également donc une approche qui peut être assez intéressante au niveau organisationnel. Donc ça va être encadré, désigné et contrôlé au niveau de la prévention. Au niveau technique, ça va être du matériel qui va être adapté à une tâche. Et au niveau humain, ça va être de la formation sensibilisée et information. Donc voilà un petit peu, en complément avec Fabrice, tous les biais que vous avez pour mettre en place des mesures de prévention. Donc dans notre exemple qui va suivre cette logique, donc vous avez l'unité de travail au niveau de la cuisine. Donc la tâche va être déplacement sur le sol. Vous allez avoir le risque qui va être coté parce que on a identifié une criticité 3 et une fréquence 4. On va faire la liste des mesures de prévention qui sont déjà mises en place. Ça, souvent, dans les entreprises, on le voit, hein, vous en faites souvent de ces bonnes pratiques. Il y a déjà des choses qui sont déjà mises en place. Et on va venir réfléchir sur des pistes d'amélioration. Donc là, par exemple, installer un carrelage antidérapant et des stations de nettoyage pour la cuisine. Et maintenant, vous avez déjà, en faisant ça, un exemple de document unique où, quand, comment, risque, mesures de prévention existantes et pistes d'amélioration. Il est assez important de mettre ces choses correctement dès le début et que ce soit compréhensif parce que lors de la mise à jour, si une ligne ne correspond pas forcément à la réalité, on va plus savoir forcément à quoi elle correspond. Donc plus vous avez ce type de modèle, plus ça va être intéressant. Et donc maintenant, ici, vous allez avoir un exemple que vous pouvez retrouver au niveau de document unique qui va être illustré en fonction de l'unité de travail ou des postes en fonction du choix. La liste des différents risques qui vont être présentes dans toute votre entreprise, la description des tâches qui vont être faites, les moyens de prévention qui vont être existants et la cotation des risques qui va être ici mis par facteur de priorité. Comme tout ce travail-là va nous aider pour la partie suivante qui va de passer à mettre tout ça en accent. En avant. Cette démarche déjà, si vous en êtes arrivé jusque-là, est assez conséquente et souvent, on le fait, parce que c'est réglementaire et hop, c'est bon. Mais souvent, il manque un plan d'action et vraiment des actions concrètes à mettre en place. Donc au niveau de cette étape-là, on va voir comment est-ce qu'on passe de ces différentes étapes, quel choix, prendre, pour mettre en place toutes ces mesures de prévention. Donc pour cela, il y a plusieurs critères. Dans un premier temps, on va prendre vraiment l'aspect obligatoire réglementaire qui va être important. Les différents niveaux de priorité, donc le niveau de priorité 1, les délais de réalisation. Si des travaux sont à faire mais que ça va prendre beaucoup de temps, euh, il vaut mieux faire avec un autre critère. Le coût de la réalisation. Il va falloir faire attention aussi de ne pas créer de nouveaux risques ou de déplacer le risque.
En fonction du risque qui est présent, on va avoir également le nombre de travailleurs qui va être concernés par ce risque-là. On va voir aussi au niveau de l'action, la plus efficace et la plus pérenne, pour, diminuer ce risque-là. Et donc voilà, avec tout ça, le groupe de travail va se réunir et à la fin, dans le plan d'action, on va prendre, vraiment une décision sur les mesures à prendre en priorité pour cette année. On est tous conscients qu'on ne peut pas tout faire en même temps et étape par étape. Au niveau de ces bonnes pratiques, c'est bien de lister tous les risques, et de faire les mesures possibles, et faire des choix. Donc c'est bien de faire des choses simples, et d'avancer vraiment petit pas par petit pas, mais que ce soit progressif. Souvent, on se rend compte qu'on veut tout faire en même temps et si c'est possible, c'est bien, mais souvent, il y a trop de pilotes, c'est pas assez clair, il y a un essoufflement de cette démarche et un découragement des acteurs parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter en même temps. Donc voilà un petit peu pour les différentes étapes. Je vais maintenant passer, à des outils, qui va vous aider à rédiger ce document unique, des sites internet. Donc pour réaliser tout ça, vous avez dans un premier temps l'INRS, qui va être, très utile. Vous avez un onglet qui va s'appeler «Métiers et secteurs d'activité». Vous allez retrouver votre propre secteur d'activité et donc du coup déjà vos propres risques qui sont déjà identifiés. Pour avoir un niveau de connaissance, vous avez, l'onglet risques qui va vous permettre vraiment, d'aller dans le détail de chaque risque et un outil, qui va être, publications et outils. Vous avez plusieurs outils qui sont à votre disposition sur le site de l'INRS. Le deuxième outil, ça va être les fiches médico-professionnelles, donc de présence. Donc vous allez sur ce site et vous tapez le nom du poste et vous allez avoir différents documents qui vont vous aider aussi, pour procéder, à ces étapes du document unique. Vous avez un autre site internet qui s'appelle aussi Bosson Futé. Donc là, par exemple, vous prenez, le mot serveur, vous allez avoir tout un tas d'informations sur ce métier-là et une partie aussi, danger où vous allez avoir une liste, des risques qui peuvent être présents, du type d'accident de travail. C'est assez complet, ça peut vraiment partir sur, vous aider à partir sur une bonne base. Au niveau d'autres outils, vous avez aussi, par exemple, spécifiquement pour les risques chimiques, l'outil Colibrisc, qui va vous permettre de faire l'inventaire, de vos produits chimiques et de réaliser, son évaluation. Vous avez un outil similaire également qui s'appelle SciRich, qui va vous permettre de faire, toute cette évaluation des risques chimiques. Vous avez aussi l'outil OIRA, donc je vais laisser, la parole à Fabrice, pour qu'il puisse, vous présenter cet outil. Merci Boris. Donc l'outil OIRA, qui veut dire en français, on va dire outil en ligne d'évaluation des risques. Alors c'est un terme anglais, OIRA, puisque c'est un outil européen et qui est piloté par l'INRS. Alors ce que je n'ai pas dit en présentant les CARSAT, c'est que l'INRS appartient à la sécurité sociale, et dans la sécurité sociale, c'est notre organisme de recherche en santé, sécurité au travail. Donc cet outil OIRA, il a vraiment été conçu spécifiquement pour les TPE, PME. Ça ne veut pas dire que les grosses entreprises ne doivent pas l'utiliser, mais c'est vraiment, on a privilégié dans sa conception son côté vraiment simple, simplissime pour permettre d'élaborer des actions faciles et d'élaborer son document unique. Alors, vous aurez donc le PowerPoint à disposition sur le site de Présence Nouvelle-Aquitaine et vous aurez les liens à tous ces outils. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien qui vous est donné, vous allez arriver sur le site de l'INRS avec l'outil OIRA, où il y a à peu près une quarantaine de métiers qui ont été développés par l'INRS avec l'appui des différentes CARSAT de France. Alors, l'intérêt de cet outil, c'est qu'il a quand même été développé par les organisations, avec les organisations professionnelles nationales. Avec leur appui, on a demandé leur avis en termes de maîtrise métier. Il est gratuit, il est simple, comme vous allez le voir, il est réellement pré-mâché pour les TPE. Il est très, très simple à utiliser et les actions qui en découlent,
ce sont des actions également simples. Alors, je vais prendre l'exemple, pour rester dans notre fil rouge qui est la restauration. Je vais prendre l'OIRA, en prenant mon pointer, l'OIRA, hôtel, café, restaurant. Quand vous allez donc cliquer sur OIRA, hôtel, café, restaurant, vous allez être sur le site d'OIRA. Et là, comme toute application, on va vous demander pour la première fois de vous connecter, alors avec une adresse mail, avec un mot de passe. Alors là, ce sera totalement anonyme, c'est-à-dire que les CARSAT ou autres organismes n'ont pas accès à ce document. L'intérêt également, c'est qu'il va mémoriser, il va garder votre outil, et donc vous pourrez le modifier tant que vous voulez, tous les ans, tous les 2 ans. Dès qu'il y a un accident du travail, vous pourrez modifier en allant sur l'application. Je crée donc mon compte et je lance l'application. J'arrive maintenant sur l'outil OIRA, hôtel, café, restaurant. Alors, soit je suis déjà inscrit, j'ai déjà commencé à travailler mon évaluation. Et là, j'ai mon évaluation restaurant La Garbure. Je clique dessus pour lancer mon application et je reprends le travail où j'en étais. Ou alors, c'est la première fois que je me connecte et je vais cliquer sur commencer la session. Là, je crée un nom d'évaluation des risques, donc restaurant La Garbure. Je suis sur l'étape préparation. Je continue à suivre, je n'ai juste à dérouler. Je déroule juste l'application, elle me guide tout le long de mon évaluation. J'arrive maintenant à donc l'étape qui va être la préparation. Une fois que j'ai passé la préparation, l'implication. Alors là, il est bien rappelé, c'est très important, et comme Boris a dit, l'implication des salariés. On ne va pas utiliser, on ne va pas faire cette évaluation des risques dans son bureau. On va impliquer les salariés, on va constituer un groupe de travail avec les différents métiers. On va se mettre autour de la table pour remplir ce document. Voilà, ça c'est la recommandation de cette étape. Alors, ce qui va être très, très intéressant aussi, c'est que vous allez avoir aussi des outils, des guides de bonnes pratiques liés au métier, mais également, vous allez pouvoir télécharger ou imprimer toutes les questions que je vais vous présenter tout à l'heure, toutes les questions qui vont être posées par l'application et les différentes mesures qu'on peut mettre en œuvre. L'intérêt d'imprimer et de lister toutes ces questions, c'est que vous allez aller sur le terrain, avant même de remplir l'applicatif, pour déjà revoir quelles sont les mesures qui sont mises en place dans la cuisine, par exemple dans la plonge, et on pourra déjà cocher pour gagner du temps et permettre de remplir l'application. Alors, j'ai bien lu l'implication des salariés, j'ai formé mon groupe de travail, je suis allé voir comment se faisait le travail sur le terrain. Je vais démarrer maintenant l'évaluation. Donc l'évaluation, on va retrouver les différentes unités de travail que vous a présenté Boris tout à l'heure. Alors avec des petits changements, puisque pour la cuisine, on parle de production chaude et froide, on a décomposé l'agencement et l'organisation. On a rajouté la réception des matières premières. Et puis vous retrouvez par contre le service en salle, et puis la plonge et le nettoyage. Donc on est réellement dans le cœur de l'application avec l'évaluation. Là, maintenant, l'unité de travail, c'est la réception des matières premières et stockage. J'ai le détail de ce que cela veut dire. Et je vais passer donc maintenant aux questions proprement dites qui vont m'être posées. Première question qui m'est posée. Les produits livrés sont-ils faciles à prendre en main en termes de poids et de manutention? Donc là, on va parler manutention, risque de port de charge lourde, de manutention. On me pose une question. Et je vais répondre, en fait, en fonction des mesures que j'ai déjà en place. Donc là, vous voyez, par exemple, dans mon entreprise, j'ai déjà équipé et j'entretiens les moyens de manutention, et j'ai des moyens de manutention adaptés, des diables, par exemple, pour emmener les matières premières, les cartons. Et puis, j'ai organisé les stocks. Bon, je n'ai pas fait les 2 autres mesures qui me sont proposées. Je peux aussi rajouter des mesures que j'ai mises en place dans mon entreprise. Et là, je cliquerai dessus et je les rentrerai. Alors, on me demande après, est-ce que le risque est-il maîtrisé? J'estime
Avec les salariés, oui, les mesures sont maîtrisées, puisque on a mis des mesures en place qui sont efficaces. On n'a pas d'accident du travail, on n'a pas de retour de plainte des salariés. On estime que c'est efficace. Donc, les mesures sont efficaces, je coche. J'ai toujours des informations pour expliquer pourquoi on pose ces questions. Quel est en gros le risque? Quelles sont les conséquences du risque? Donc, j'ai coché. Je passe à l'étape suivante, la formation, et je passe donc à la question qui m'est posée par la suite. Vous voyez qu'à la question précédente sur les produits livrés sont-ils faciles à prendre en main, je suis en vert. C'est-à-dire que le risque est maîtrisé, on l'a côté maîtrisé, je n'ai pas de mesure à mettre en œuvre pour l'instant dans mon document unique. Maintenant, si j'ai des accidents qui surviennent, il faudra peut-être se poser la question et revenir sur ces questions. Je passe donc à la question, les lieux de stockage sont-ils facilement accessibles depuis le point de livraison? Je coche oui, j'ai limité les dénivellations. Alors là, c'est plutôt sur le risque de chute de plein pied qu'on risque d'avoir. Donc j'ai déjà des mesures. Là aussi, les mesures en place sont satisfaisantes. Je passe. Ainsi de suite, j'arrive à l'unité de travail cuisine et agencement. Je vais passer à la question, par exemple, l'autre question sur l'état des sols. Le sol de la cuisine est-il maintenu propre et sec? Alors là, j'ai pas beaucoup de mesures de prévention mises en place. Je fais un nettoyage régulier des siphons. Cependant, j'ai eu quelques accidents du travail ou des presque accidents de glissade. On a un sol qui est vraiment très lisse. Les salariés s'en plaignent. Et ben, j'estime que je n'ai pas assez de mesures mises en place au niveau de mon plan d'action. Donc, je vais rajouter des mesures. Alors, une question qui se pose, ce risque de glissade est-il faible, moyen ou élevé? C'est ce que Boris vous a expliqué sur la cotation en rouge, en orange, en vert. L'idée d'OIRA, ce n'est pas d'avoir une cotation complexe, mais se dire, voilà, c'est quoi le risque, les conséquences de l'accident peuvent être graves sur un accident de chute de plein pied, de glissade. J'ai eu fréquemment des accidents, donc cette fréquence, cette gravité, vous voyez, sans faire une cotation complexe. Avec les salariés, on estime qu'il faut mettre en priorité rouge, en priorité élevée. Je coche élevé. Et je vais sélectionner donc des mesures complémentaires. Alors, soit je vais m'inspirer des mesures standards qui me sont proposées, soit je peux rajouter des mesures supplémentaires. Je vais rajouter des mesures standards. Donc, je vais cliquer sur mesures standards. Et là, il me propose les 3 mesures que je n'ai pas cochées au niveau de l'outil. Et là, avec les salariés, on se dit, oui, le sol, il est très glissant. Il faut vraiment mettre un sol antidérapant. On va ajouter un sol antidérapant. OIRA va me demander, alors voilà, vous voulez mettre en place cette action. Il faut identifier quel va être le responsable de cette action qui va le mettre en place. Combien ça coûte? Donc, on a un devis. Et puis, à partir de quand on planifie cette action? Alors, ça peut être maintenant, où on peut se dire, oui, ça a un certain coût. On est sur une période saisonnière, on ne peut pas le faire maintenant. On va le planifier pour, à partir de, là, je ne sais plus ce que j'avais mis, mais allez, on va dire décembre. On va dire décembre 2023, une fois qu'on aura fini la saison, en saison avec faible activité. On va le planifier et on va mettre la date de fin en fonction de ce qui est proposé par le fournisseur. Alors, j'attire votre attention, c'est important que, par rapport à ce que Boris vous a expliqué sur les différentes actions, mesures qu'on peut mettre en place, il est recommandé d'être exhaustif, c'est-à-dire de bien identifier tous les risques, bien identifier toutes les mesures de prévention possibles, et après, de faire ses choix, faire les choix de mesures de prévention. Et c'est important d'argumenter, de bien l'écrire dans le document unique. Une entreprise n'aura pas des moyens financiers peut-être pour mettre en place telle ou telle mesure de prévention, donc on va plutôt choisir une mesure de prévention peut-être moins efficace, mais qui va être rapide à mettre en œuvre avec des coûts plus faibles. Donc c'est bien
bien écrire, voilà toutes les mesures que j'ai identifiées, mais j'ai plutôt choisi celle-là plutôt que celle-là. Donc voilà mon sol, donc j'ai planifié l'action et j'ai validé, donc j'ai tout rentré. Et je passe à la question suivante. Et là, vous voyez que la problématique des sols n'est pas en vert, mais en rouge, parce que ce risque n'est pas maîtrisé dans l'entreprise. Je passe à la suite, je réponds à toutes les questions. Alors globalement, on est autour de 25-30 questions par outil OIRA. On a souvent synthétisé les mesures et les questions pour pas que ça soit trop volumineux pour le chef d'entreprise. On arrive à la dernière unité de travail qui sont, en fait, on a fait les unités de travail, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques complémentaires qui ne sont pas dans OIRA? Tout à l'heure, Boris vous a parlé, par exemple, de restauration, de livraison de repas. Je fais aussi de la livraison de repas, donc soit je vais rajouter le risque routier dans ma livraison de repas, le risque psychosociaux d'agression externe si mes salariés transportent de l'argent. Et là, vous allez pouvoir aussi reprendre un autre OIRA qui est par exemple la restauration rapide, OIRA restauration rapide, vous allez reprendre certaines parties qui vous intéressent pour définir également des mesures de prévention. Donc, je vous invite à regarder quels sont les différents métiers qui sont proposés dans OIRA, les 40 métiers. Vous pourrez peut-être vous inspirer dans certains cas de ceci. J'ai répondu à toutes les questions. Je vais passer maintenant au rapport. Là, OIRA va méditer un rapport sous Word et un rapport qui va être le plan d'action sous Excel. Le rapport, il va être en fait, votre document unique. Vous allez retrouver dans le document Word votre document unique avec les activités unités de travail, la description des différents risques posés sous forme de questions, avec les mesures qui sont en place. Est-ce que le risque est maîtrisé, oui ou non? Et vous allez retrouver aussi les mesures que vous avez prévues, que vous avez identifiées dans votre document unique. Voilà le document Word qui va ressortir. Et également, donc, le plan d'action sous Excel. Vous allez retrouver également votre unité de travail, votre risque, et ainsi que en fait, les mesures et le plan d'action avec les dates de début, date de fin, combien va coûter la mesure et qui en est le responsable. Vous avez donc un outil clé en main qui a été déjà travaillé en termes de risque. Alors, chaque entreprise a ses propres risques, donc ce n'est pas exhaustif en termes de risque, tout ce qui est écrit dans IRA, qui vous est proposé, mais vous avez globalement, je dirais peut-être 80, 90%, peut-être 100% des risques majeurs rencontrés dans votre entreprise. Les retours qu'on a des organisations professionnelles, c'est que on a un outil opérationnel avec surtout des actions très simples, qui sont du bon sens à mettre en œuvre. Et c'est ce qu'on attend d'un document unique. Je vais laisser Audrey conclure. On n'a pas perdu. Non, non, je suis là. Merci. Alors, nous avons pas mal de questions sur le chat. Déjà, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous remercie également de vos questions. Alors, je ne vais pas les présenter dans l'ordre dans lequel elles m'ont été posées parce que vu qu'on est déjà sur l'outil OIRA, je vous propose plutôt de rester sur les questions en lien avec cet outil. Donc, on m'a demandé est-ce qu'il est possible pour un adhérent à un SPSTI de donner les accès OIRA à un membre de l'équipe pluridisciplinaire pour qu'il accède au DUERP de l'entreprise. Alors, au niveau des services de santé au travail, ce qui est important, c'est que on est là pour vous aider à faire le document unique, mais on ne peut pas le faire à votre place.
Donc du coup, comme l'a montré Fabrice à la fin, on peut télécharger les modèles et par contre nous les faire parvenir à ce moment-là et donner notre avis, nos conseils sur cette étape-là. Mais c'est vraiment de la responsabilité de l'employeur ou de la personne chargée de la sécurité de réaliser vraiment tout cet outil, cette maîtrise. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Fabrice? Oui, tout à fait d'accord. Euh, Au niveau de la démarche, un consultant ou votre service de santé au travail peut vous aider, mais ils ne connaîtront pas tous les risques, toute l'activité, le vrai métier, métier réel de l'entreprise. Donc, c'est vraiment à vous d'identifier les risques et après de vous appuyer sur des ressources externes pour essayer de trouver des mesures de prévention. Mais voilà, laisser une personne externe gérer l'outil OIRA, ce n'est pas l'esprit de l'application, du fait de sa simplicité. Autre Voilà, question sur exactement. l'outil. Pardon, Non, c'est bon, Maurice. merci. Vas-y, Audrey. Une autre question sur l'outil OIRA. On voulait savoir si l'archivage était assuré par la plateforme. Alors, l'archivage, on l'a vu, il faut qu'il soit annuel et jusqu'à 40 ans. Donc, dans tous les cas, vous allez télécharger le rapport à la fin. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire vraiment une archive d'année par année pour vraiment garder la traçabilité de ce document si on vous le demande. Ensuite, on m'a demandé si les personnes en télétravail étaient prises en compte dans l'outil. Alors, Alors, ils sont pris en compte parce que, comme l'a montré Fabrice, vous pouvez rajouter un risque présent. Après, dans les détails techniques, je vais te laisser prendre la parole, Fabrice. il n'y a pas encore d'outils dédiés télétravail. Il y a un OIRA qui s'appelle Travail de bureau. On va retrouver quand même les principaux risques avec les éclairages, les écrans, l'implantation d'écrans. Donc, vous pouvez vous inspirer de travail sur bureau qui aura son utilité. Alors, j'en ai pas parlé, mais il y a un autre OIRA très générique qui existe aussi, mais comme son nom l'indique, il est très générique et donc en termes d'évaluation, c'est quand même complexe. Voilà. J'ai une question. Est-ce que l'outil OIRA, on peut s'en servir pour le commerce de détail ou gros à prédominance alimentaire? Mais vous avez différents niveaux, comme on l'a vu au tout début avec les secteurs d'activité. Donc, en fonction de ça, je pense que oui. Alors, je vais vous montrer, on va revenir aux différents OIRA. Vous en avez différents qui vous sont proposés, en effet. Voilà. Vous en avez différents. Donc, vous avez le commerce alimentaire de proximité, commerce alimentaire de gros, détail non alimentaire, gros non alimentaire. Donc, vous aurez théoriquement votre activité que vous pouvez télécharger. Alors, donc pour OIRA, je n'ai plus de questions. J'ai maintenant des questions sur la forme du document unique. Alors, comment prendre en compte l'aspect probabilité dans la cotation des risques? Alors ça va être une question qui va être posée à l'équipe de travail en fait. Chaque entreprise, dès l'instant que vous allez faire la préparation, je l'ai montré tout à l'heure, vous allez vous mettre d'accord sur une grille de cotation. Donc je le vois souvent dans certaines entreprises aussi, on voit la probabilité, mais la question à se poser, c'est que est-ce que la probabilité que ça arrive, c'est quelque chose de factuel en fait? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Est-ce que dans d'autres unités de travail, avec une autre personne qui va faire l'évaluation, va avoir le même critère que vous, en fait? Donc, en fonction, si évidemment c'est un accident du travail que vous avez eu 10 fois dans l'année, ben oui, effectivement, ça à prendre en compte. Mais c'est à vous de prendre le relais, en fait. Dans le document unique, vous avez les principes vraiment qu'on vient de voir ensemble. Mais il n'y a pas forcément de modèle réglementaire. Il y a un contenu, par contre, qu'on vient de vous présenter qui est réglementaire. Et après, à vous de vous accaparer l'outil dès l'instant que vous le maîtrisiez et que vous pouvez l'expliquer. Si vous avez un contrôle euh, ou juste pour le présenter à vos salariés. En fait, le but, c'est que dans mon entreprise, je vais avoir ce type de métier qui est regroupé par unité de travail ou pas.
Ces risques-là sont identifiés, voilà comment on les a cotés, par quels critères. Le résultat en a sorti que c'était ces risques-là qui étaient majeurs, et voilà ce qui est déjà mis en place, voilà ce qu'il faut respecter, voilà les outils qui sont à disposition, et voici le programme annuel de prévention pour faire. Donc oui, effectivement, c'est une chose qu'on peut prendre en compte dans l'évaluation de la cotation des risques. Je On peux m'a ajouter, posé des questions, il y juste, en a beaucoup Est-ce que tu qui veux arrivent. compléter, Fabrice? oui, juste pour ajouter sur, par exemple, sur cette notion de probabilité, on a par exemple le risque routier qui est très, très important à prendre en compte. Prendre la route, le risque d'accident mortel existe. Donc le risque routier, il peut avoir des conséquences mortelles. Donc très souvent, dans les documents uniques, on ne voit pas le risque routier apparaître en termes de mission. Donc il est vraiment important de codifier, même si la probabilité d'un accident est faible, sa gravité est très très grave. Donc enfin, c'est très importante, pardon. Donc voilà, faut vraiment, comme l'a dit Boris, toujours la gravité qu'il faut prendre en compte en premier, et la probabilité, ben, vous laisse juger. Parce que juste pour continuer là-dessus, plus l'échelle de calcul va être complexe, plus vous allez avoir des différences pour classer les risques. Donc si cette différence vous est propre et que vous la maîtrisez, il n'y a vraiment aucun souci dès l'instant que ben, ça répond à l'évaluation et que c'est vraiment représentatif de la réalité. Alors, j'ai pas mal de questions sur des métiers un petit peu de niche, la joaillerie, coordinateur de santé, des nouveaux métiers un peu comme ça, par rapport à l'outil OIRA. Ben, je pense que l'outil OIRA essaye de couvrir un maximum de métiers, mais il ne les couvre pas Pas tous. tous. Donc, si vous ne voyez pas dans l'outil OIRA quelque chose qui se rapproche de votre métier, il va falloir passer par une analyse classique d'évaluation des risques professionnels. Et l'outil OIRA a été déjà conçu pour beaucoup de secteurs d'activité, mais ça reste un outil en fait. Donc c'est vraiment à vous de vous accaparer un modèle. Il n'y a pas de modèle type, et il n'y a pas de format type non plus. Vous pouvez le faire sur un papier, vous pouvez le faire en Word, en Excel. Il n'y a vraiment aucune obligation. Comme j'ai dit tout à l'heure, la seule obligation qu'il va y avoir, c'est le contenu à l'intérieur de ces documents. Vous pouvez trouver des modèles, j'avais déjà vu dans des entreprises des livres qui étaient vendus avec des modèles de documents uniques. Il y a souvent les services de santé au travail qui ont leur propre modèle de documents uniques en Excel et qui le communiquent lors des sensibilisations. Pour ça, donc, du coup, je vous invite à voir ce qui se fait, à en essayer plusieurs. Et n'oubliez pas que ben, vous avez aussi d'autres personnes qui sont là. Je regardais aussi dans les questions tout à l'heure, il y avait l'OPPBTP aussi qui est un autre outil. Les outils qu'on vous a présentés actuellement ne sont pas les seuls et ne sont pas exclusifs. Il en existe peut-être d'autres qu'on n'a pas forcément tout le temps de présenter. Mais en tout cas, voilà plus ou moins pour les outils qu'on vous a présentés. Oui, pour compléter, en effet, pour toutes les activités du bâtiment et travaux publics, on n'a pas développé de OIRA puisqu'il y a les outils de l'OPP-BTP, Mondeu-Prens, qui sont à disposition. Donc c'est l'équivalent, on va dire, d'OIRA. C'est le même principe pour faire son document unique. Ensuite, donc des questions sur plutôt de forme. Est-ce qu'il existe déjà des trames de plan d'action? Et une autre question qui se rapproche un peu, enfin qui va compléter, est-ce qu'une colonne plan d'action, sans forcément de date de mise en place, suffit à répondre à l'obligation légale? Alors au niveau des modèles de plan d'action, oui, il en existe plusieurs à l'intérieur. On va vraiment, ce qui est important, c'est que ce soit vraiment construit avec l'équipe de travail. Le plus important, ça va être de déterminer ben, l'action à mettre en place en premier, mais aussi qui s'en occupe. Souvent, on voit qu'il y a un plan d'action, mais en fait, il n'est pas suivi, il n'y a pas de pilote. Ah ben, je pensais que c'était toi. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir, de passer à l'action. Donc, du coup, vous avez ces possibilités qui vont être là. Dans le plan d'action, vous allez aussi avoir un délai de réalisation. On le voit sur l'année, ben, on sait que ça va être là. On va se dire, ben, telle action, ben, déjà, ça demande
aussi parfois beaucoup de travail. Il faut faire des devis, des recherches de produits, faut rencontrer les commerciaux, faut faire des études de terrain pour que ce soit adapté. Donc du coup, dans le modèle type du plan d'action, pour synthétiser, vous allez avoir l'action, le pilote de l'action, les délais vraiment pour passer à l'action, critères d'efficacité aussi, si grâce à cette action, le risque est maîtrisé ou pas. Et du coup, vous pouvez tout à fait rajouter, même dans le document unique, un numéro de risque pour avoir une corrélation avec le document unique et le plan d'action. Pour compléter, la loi de 2022, enfin les textes réglementaires assez récents ont fait quelques modifs, il y a quelques modifs, c'est-à-dire que maintenant les entreprises de moins de 50 salariés n'ont pas réglementairement, hein, cette obligation de plan d'action, de planification qui est responsable, date de début, date de fin, et il y a une obligation d'écrire, d'avoir un plan d'action, voilà, définir des actions, pardon, définir des actions de prévention. Et donc ça reste assez vague. Donc pour les plus de 50 salariés, il y a obligation d'un plan d'action réellement tel qu'on l'entend. Les moins de 50, maintenant, nous, en termes de prévention, nous qui sommes des préventeurs, on recommande d'avoir réellement un plan d'action efficace et où on se planifie les différentes activités, les différentes mesures de prévention qui vont être mises en place. Alors, j'ai eu également une question. À partir de combien de salariés doit-on mettre un responsable sécurité? Ça, c'est une question qui est propre à chacun. Il y a un nombre réglementaire, Fabrice, pour ça? Je ne suis pas inspecteur du travail, mais c'est pas la fonction animateur sécurité, c'est une personne ressource dans l'entreprise. Alors, j'ai plus le texte en tête. Je pense pas qu'il y ait une notion d'effectif, hein, à ce niveau-là. Il faut une personne compétente. Alors, j'ai plus le texte réglementaire en tête, mais c'est une personne compétente, mais qui n'est pas forcément une personne de l'entreprise. C'est-à-dire que ça peut être une personne du service de prévention de santé au travail ou d'autres organismes sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc, a priori, il n'y a pas d'obligation, mais c'est quand même bien d'avoir dans une entreprise, même une petite entreprise, une personne qui gère ce côté prévention des risques professionnels. Alors après, pour les TPE, vous avez aussi vos experts comptables qui peuvent aussi vous assister, vous appuyer. Il y a certains organismes qui sont là. Ensuite, par rapport à la plateforme de dépôt du document unique, on me demande si ça sera juste un dépôt de format PDF ou si ce sera un outil de saisie. Alors, comme je vous l'ai montré dans la présentation, cette date-là a été fixée à 2024, en juillet. Donc pour l'instant, j'ai pas forcément de retour sur le type d'information. Donc je pense que le mieux, c'est d'attendre que la plateforme sorte, qu'elle soit testée. Et à ce moment-là, on verra les différentes choses à mettre à l'intérieur. Mais un document unique, comme je l'ai dit, n'a pas de modèle fixe. Ça va être une plateforme de dépôt qui va contenir les obligations réglementaires du document unique. Donc ça, on va attendre d'avoir la plateforme qui sera mise en place pour répondre à cette question-là. Tout à fait. A priori, puisqu'il n'y aura pas de la saisie, de remplir vos propres risques, votre cotation dans l'application. Ça sera vraiment du stockage, un archivage de votre document unique qui pourra très bien être en effet en PDF. Enfin, a priori, c'est plutôt cette direction. Mais comme dit Boris, attendons. Alors, on m'a demandé s'il fallait faire une distinction entre hommes et femmes dans l'analyse des risques professionnels. Ça va être au niveau de l'individu à prendre en compte. Il y a certains critères qui sont à prendre en compte, notamment par exemple au niveau des rayons X. Il y a des critères en termes de grossesse, de taille, de force, au niveau aussi manutention manuelle. Il y a pas la même charge qui est recommandée pour le port de charge d'un homme et d'une femme. En fonction de l'évaluation, oui, c'est quelque chose qui est à prendre en compte au niveau de la taille, des critères en fait de l'individu. Alors, j'ai répondu à cette question sur le chat, mais je pense que si peut-être la question est passée, c'est intéressant pour les participants. Doit-on analyser les postes de travail des apprentis?
Ah ben oui, forcément, ils font partie de l'entreprise et en termes de retour d'accident de travail, on l'a vu en termes de prévention, si il y a encore plus un apprenti parce qu'il vient en formation, il n'a pas forcément toutes les compétences, toutes les connaissances sur le métier, donc forcément, même en intérim, ce genre de choses, c'est vraiment l'accueil en fait des salariés. Au niveau des bonnes pratiques, vous pouvez ben, mettre en place un livret d'accueil où dans ce document-là, vous allez avoir ben, un petit peu une présentation de votre entreprise, de votre activité, de comment vous la faites, de l'organigramme, des risques et du coup ben, des comportements à adapter à l'intérieur du travail. Vous avez aussi un règlement intérieur qui peut être mis en place. L'obligation est de 50 salariés, mais moi je le conseille souvent d'en avoir un, même si on n'a que quelques salariés, parce que vous avez les règles qui vont être mises à l'intérieur, les consignes, pas forcément en termes de sécurité, hein, mais pour des renseignements RH. Donc oui, et justement, c'est vraiment à prendre en compte parce que c'est souvent ben, les gens qui ont aussi le plus d'accidents du travail. Euh, donc il faut prendre tous vos salariés. Et on le prend, ce qu'on oublie aussi de temps en temps, ça va être les entreprises extérieures parce que vous sous-traitez une activité, mais donc du coup, c'est toute personne qui intervient dans votre entreprise. Il y a certaines entreprises qui prennent en compte aussi ben, les visiteurs. Moi, par exemple, quand j'interviens en entreprise, ben, on me fait un checklist des règles de sécurité. J'ai pas le droit de porter de bijoux, attention à l'écharpe, il faut pas de choses amples. Donc, n'importe quelle personne qui entre dans notre entreprise doit avoir ces règles-là. Donc, c'est important à prendre en compte, oui. Justement, on me demande si la formation d'accueil sécurité est obligatoire. Elle est ça obligatoire en termes de code de travail. Je sais pas forcément, Fabrice. Je pense que oui. Elle est Oui, fortement recommandée. En tout cas, pour moi, c'est logique. bah, de toute façon, la formation au poste en termes de sécurité est obligatoire. Donc, à partir de là, l'accueil sécurité également. Vous accueillez des personnes, vous devez les informer des risques qu'ils vont prendre dans l'entreprise. Et même pour les Euh, entreprises extérieures et les visiteurs. Pour les entreprises extérieures, on voit souvent des, euh, des PSP, des plans de simplifiés. Comment ça s'appelle déjà? C'est les plans de prévention, en fait, hein, qu'on va Voilà, le avoir plan de pour les prévention. entreprises extérieures. Où Alors, en du coup, vous fonction, avez une synthèse du document unique qui va être à l'intérieur, des différentes consignes, des numéros de téléphone à avoir en cas d'urgence. C'est un outil qui est obligatoire d'ailleurs pour certaines interventions. on pourrait développer le plan de prévention. C'est un peu le même principe que le document unique, hein. C'est une analyse des risques qui doit se faire avec les entreprises extérieures et une réelle analyse des risques et surtout d'interférences. Et c'est ce qui manque très souvent, en fait, ces analyses des situations de travail et de risques. Donc, pour répondre, en effet, Audrey a répondu à la question, est-ce que le plan de prévention doit faire l'objet d'un avis du CSE dans les textes réglementaires? Oui, tout à fait. Les représentants du personnel doivent donner un avis sur les mesures de prévention issues du plan de prévention. j'ai peut-être répondu un petit peu trop vite. Je ne sais pas si la personne voulait parler du plan de prévention ou si c'était le plan d'action lié au document unique. Dans les deux cas, hein, oui, le CSE doit être consulté, hein, et même pour le plan d'action, doit être force de proposition, hein. C'est ça, on doit travailler avec le CSE Mm. le- de l'évaluation des risques. Et dans Et le document unique aussi, je compléterai, il y a pas forcément que le modèle en fait avec les colonnes qu'on vous a montré. Il va y avoir tout un tas d'autres documents qui peuvent être mis en place, comme l'évaluation des risques chimiques, avec ben, la collecte d'informations des risques. Est-ce qu'il y a des produits qui sont cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques? Il y a des mesures qui peuvent être faites en termes de vibration, en termes de bruit qui peuvent appuyer en fait l'évaluation au niveau du bruit. Par exemple, ben, si on dépasse les 80 décibels, ben, c'est important de le prendre parce que ben, les mesures vont être factuelles. Donc, dès l'instant que vous avez un document, une analyse ou une information qui peut être complémentaire sur un risque en particulier, vous pouvez le mettre en annexe
du document unique. Ça peut être des mesures de bruit, des mesures de température, ça peut être des mesures au niveau de l'humidité, des mesures de poussière. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être mis en plus du document unique pour avoir tout ça. Le document unique, en fait, pourquoi est-ce qu'on l'appelle unique? C'est parce que il est censé rassembler vraiment tous ces éléments de tous les risques, d'avoir tout ça regroupé. Et c'est vraiment un outil de management. Souvent, quand je vais en entreprise, on me dit je le fais parce que c'est réglementaire. Mais en fait, comme on l'a vu avec la courbe de Bradley, plus vous allez vous accaparer cet outil, plus vous allez le maîtriser et savoir ce qu'il y a dedans, plus vous avez à y gagner. On le voit en termes de risque, lorsqu'il y a un accident du travail, ça va entacher la santé du salarié, mais aussi votre organisation. Il y a les coûts directs et indirects. Si il y a quelqu'un qui est malade, il va falloir le remplacer. Donc du coup, c'est parfois un autre collègue qui va le remplacer. On va venir épuiser le collectif. Donc, c'est des choses à prendre en compte, oui. Et justement, dernière question, faut-il prendre en compte l'aspect maîtrise du risque dans la cotation des risques? Alors, on l'a pas forcément développé aujourd'hui parce que déjà, il y a beaucoup d'informations, mais oui, vous pouvez le prendre en compte. Enfin, si vous avez un risque avec une grande fréquence et une grande gravité, vous allez avoir un score qui va être très haut. Mais si vous avez appliqué les 9 principes de prévention qui ont été présentés tout à l'heure par Fabrice, forcément, au bout d'un moment, le risque, je pars du principe qu'on peut toujours faire mieux, mais au bout d'un moment, si vous maîtrisez le risque, si il a été évalué, s'il y a beaucoup d'informations qui sont dessus, s'il y a des mesures de prévention collective qui sont mises en place, forcément, on peut le mettre à niveau. Et plus vous allez mettre d'action dans votre plan d'action, plus le risque va être maîtrisé, moins du coup il va ressortir en niveau de priorité. J'ai une question sur des salariés qui travaillent dans des locaux extérieurs. Est-ce qu'il faut également évaluer les risques professionnels de ces personnes et Alors dans ces locaux? au niveau des locaux extérieurs, on a eu plus ou moins la question du coup avec le télétravail tout à l'heure. Donc la question à se poser, c'est que, est-ce que c'est vos locaux à vous? Est-ce qu'ils interviennent en entreprise? Souvent je le vois aussi dans des entreprises qui font, de la sous-traitance de services, pour l'aide à domicile, pour beaucoup de choses comme ça, le nettoyage en entreprise. Donc oui, oui, c'est un lieu de travail, c'est une unité de travail. Sur un chantier, c'est une unité de travail. Chez les bénéficiaires, c'est une unité de travail. Donc, on va avoir par contre moins de possibilités d'action à mettre en place parce que les locaux peuvent ne pas nous appartenir. Donc là, il va falloir voir au niveau des 9 principes de qu'est-ce qu'il y a à mettre en place. Mais oui, oui, pour répondre à la question, il faut, c'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut les prendre en compte. Je suis en train de formuler la réponse écrite, mais il y a une question sur les événements exceptionnels. Donc, par exemple, l'animation dans des salons ou des opérations particulières. Oui, c'est à en prendre en compte. J'ai eu, un exemple la dernière fois sur, une association de musique, par exemple, qui réalisait des concerts. Tout le matériel était stocké dans un lieu précis et quand ils se déplaçaient, là, on va du coup avoir un risque de manutention, on va avoir un risque routier. Donc dès l'instant que c'est dans le cadre du travail, il faut le prendre en compte. On voit souvent aussi, dès l'instant qu'il y a des séminaires qui sont organisés ou des pots de départ ou des choses comme ça, dès l'instant que c'est dans le cadre du travail, ça doit être présent dans le document unique, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir des risques génériques quand vous allez sur des salons et tout cela, mais il convient aussi d'analyser est-ce qu'il n'y a pas des risques supplémentaires, mais au moins d'avoir c'est quoi les risques qu'on a, c'est en effet les risques routiers, les risques de manutention quand on va ramener des colis ou des cartons. Euh, Ça va être Le assez découché réduit. aussi. Voilà. Et des couchers aussi, Le en fait, effet. si le salon dure plusieurs jours, s'il y a des découchés, donc euh, Voilà, au moins identifier c'est quoi, quels sont les risques génériques qu'on va avoir dans ce type d'activité.
J'en profite peut-être pour parler du risque trajet, puisque je parle risque routier. On a des fois cette question, est-ce qu'il faut intégrer le risque trajet, c'est-à-dire domicile-travail, dans le document unique? Alors, réglementairement, il n'y a pas de lien de subordination au niveau de l'employeur, donc ça, c'est pas, c'est pas imposé. Nous, en tant également que préventeur, toujours pareil, on préconise d'intégrer le risque trajet et d'avoir des mesures de prévention également dans le document unique. Pourquoi? Parce que l'organisation du travail peut avoir un impact sur le risque trajet, si on travaille de nuit, par exemple, la fatigue. Et donc, cette importance. Et puis, il faut voir également l'impact sur l'entreprise, le côté social, le côté économique. Si la personne se blesse gravement sur son retour de travail, il va être immobilisé. Et ça peut aussi induire un problème de fonctionnement dans l'entreprise et des coûts indirects. Donc voilà, on a tout intérêt à intégrer aussi le risque trajet dans son document unique. Et ça, par exemple, en termes de risque de trajet, ça va être un petit peu comme le télétravail, en fait. Vous n'allez pas avoir forcément la possibilité d'intervenir, sur, le véhicule même. Mais je vois certaines entreprises, qui, par exemple, pour, des soins à domicile ou des choses comme ça, en termes de prévention, qui prennent un véhicule de service. Donc du coup, qui, réalisent eux-mêmes le contrôle technique. Savoir aussi si l'employé est contrôlé, s'il a, son permis de conduire. Il y a plein de choses en termes de prévention, de réflexion du risque. J'ai mon danger qui est là, qu'est-ce que je peux faire? Là-dedans, vous pouvez avoir la possibilité aussi que lorsque vous avez un risque récurrent qui se transpose par un incident, un presque accident ou un accident du travail, faire l'analyse de ces incidents, de ces accidents dès l'instant qu'il y a un problème identifié. Vous pouvez essayer de trouver des solutions concrètes. Et souvent, il y a déjà des choses qui existent ailleurs. Donc, n'hésitez pas. Nous aussi, en termes de services de prévention et de santé au travail, on est là pour vous accompagner sur vraiment toutes les questions de prévention en termes de sécurité, en termes de planning. Chaque service de santé au travail a ses propres fonctionnements avec ses sensibilisations et ses informations. Mais vous pouvez s'appuyer sur notre service pour répondre à ces questions en tout cas. Fabrice, il y a une question sur le contrôle des permis de conduire. Est-ce qu'on peut juste demander aux salariés et faire signer une attestation? Alors là, on est toujours en risque mission, par contre, parce que risque de trajet, vu qu'il n'y a pas ce lien de subordination, vous ne pouvez pas demander à tous vos salariés s'ils ont le permis de conduire. Par contre, à partir du moment où ils se déplacent pour votre entreprise, en termes de prévention, santé, sécurité au travail, vous pouvez mettre en place des choses. Donc, c'est à minima, ça peut être dans le contrat de travail, ou alors donc, dans le règlement intérieur, tous les ans, vous redemandez, en fait, déjà, vous demandez au salarié une attestation sur l'honneur de signaler qu'il a toujours son permis de conduire, qu'il doit signaler dès lors qu'il perd son permis. Donc, organiser déjà ce retour-là. Et tous les ans, vous pouvez redemander une photocopie du permis de conduire. Bon, le problème, c'est que le permis de conduire n'est peut-être plus encore valide et il dispose encore son permis. Mais au moins, vous aurez mis en place une démarche. L'idée, c'est de mettre en place une démarche, un suivi. Maintenant, si le salarié vous cache qu'il a perdu son permis de conduire et qu'il continue à travailler, qu'il vous donne une photocopie, ça, vous n'êtes pas gendarme ou policier. Donc, mais au moins, vous aurez mis en place, à minima, cette démarche. Après, c'est aussi qu'est-ce que vous allez mettre derrière. S'il perd son permis, est-ce que vous allez permettre est-ce qu'il pourra continuer à travailler? Est-ce qu'il pourra être reclassé pendant qu'il perd son permis si c'est un transporteur routier? C'est aussi à voir ce côté social pour permettre d'éviter que le salarié cache justement cette perte de permis. Donc voilà pour répondre, une attestation sur l'honneur dans le contrat de travail et des choses comme ça, et puis organiser tous les ans ce suivi en fait. Boris, on n'avait pas forcément pensé à comment transmettre la présentation. Il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Donc au niveau de la présentation, donc elle a été enregistrée. Il y a différents outils avec les liens qui va vous être transmis. Lorsque vous êtes inscrit, vous nous avez tous communiqué une adresse mail
Et donc du coup, dans les prochains jours, semaines, une fois qu'on aura le temps et regroupé toutes les informations à vous transmettre, vous allez recevoir un mail avec toutes ces informations contenues à l'intérieur. On me demande par rapport aux personnes en situation de handicap, eh ben, ils sont soumis au même risque professionnel que les autres. Exactement pareil. Et en plus, c'est vraiment un, une chose clé à mettre en place au niveau des statistiques. On sait déjà qu'il y a plus ou moins une personne sur trois qui ne finit pas sa carrière en temps normal parce qu'il a des problèmes de santé liés au travail ou pas, mais majoritairement, quand on a resté sur une chaîne de production pendant 40 ans, forcément, on a eu des contraintes physiques pendant beaucoup d'années. Donc oui, oui, ils sont à prendre en compte. Beh, là, on va regarder comment ils travaillent. Là, vous avez des ergonomes qui sont présents aussi en service de santé au travail. Et, pour faire une étude de poste, il y a des aides financières aussi qui sont possibles. Donc ça, n'hésitez pas à vous renseigner parce que c'est à prendre en compte justement pour favoriser le maintien dans l'emploi. On a fait le tour des questions. Hum, je crois. Hum, euh, Donc, on vous remercie à tous d'avoir participé. Je vous remercie également pour toutes vos questions et ce chat hyper dynamique. Merci à nos deux présentateurs Merci à toi, pour Audrey, toutes ces aussi. Merci Audrey. informations. Donc merci à tous d'avoir été présents et on vous encourage du coup à travers ce webinaire vraiment de vous impliquer à 100% en termes de prévention pour la santé de vos salariés, mais aussi pour votre propre organisation et pour la pérennité de votre entreprise. Donc merci à tous de nous avoir écoutés et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.